Bonjour et bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve avec Julie et Tanguy de nouveau. Donc Julie qui travaille chez Blablacar, qui est lead PM, et Tanguy du ticket. On va parler aujourd'hui de la roadmap. Et c'est donc Tanguy qui va animer la session, et puis Julie qui va répondre à ces questions. Moi, je m'appelle Julie aussi et je suis responsable pédagogique chez Maestro. Maestro, c'est l'école du product et de la tech, mais on vous en parlera un tout petit peu plus tard. Vous pouvez échanger dans le chat. Je vois qu'il y en a qui ont déjà commencé, mais n'hésitez pas à échanger entre vous, à faire des remarques sur ce qui se dit en live. Et vous pouvez aussi poser toutes vos questions dans la partie Q&A et on prendra les questions à la fin. Je vais aussi vous partager un petit sondage pour savoir quel est votre niveau de seniorité, et ça nous permettra d'adapter un petit peu les questions. Ça, c'est fait. Et du coup, je vais laisser Tanguy peut-être rentrer plus dans les détails et vous présenter Julie plus amplement. Merci Julie, bonjour tout le monde. Effectivement, aujourd'hui, on a vachement de chance puisque c'est Julie Hernandez qui va nous parler de roadmap. Julie, je la présente rapidement. Elle est lead PM chez Blablacar. Qu'est-ce que ça veut dire lead PM chez Blablacar? Ça veut dire qu'en fait, elle manage 5 product managers et qui travaillent spécifiquement sur toute l'expérience des passagers, c'est-à-dire des gens comme vous et moi qui ont besoin de réserver un Blablacar pour un covoiturage, pour prendre le bus et même maintenant pour prendre le train. Je vous le précise parce qu'on sera amené à en parler un peu plus tard. Et si, comme moi, votre réflexe est d'aller sur Blablacar et de chercher un train que vous ne trouvez pas, c'est normal, puisque pour le moment, c'est uniquement en Espagne, mais on en parlera un peu après. Aujourd'hui, avec Julie, on va vous parler de roadmap, et on a de la chance avec Julie parce qu'elle connaît la roadmap et la manière dont on l'a fait dans plein de boîtes françaises. Elle a bossé chez Le Bon Coin, elle a bossé chez Criteo, elle a bossé chez Relevancy avant de rejoindre Blablacar. Donc, on va pouvoir passer à travers toutes ces organisations et se poser la question de comment elles faisaient et elles font leur roadmap et aux différents stades de développement. Et ensuite, bien sûr, on prendra plus de temps pour parler du sujet de la roadmap chez Blablacar. La chance qu'on a avec Julie aussi, c'est qu'elle sera capable de prendre l'œil à la fois du contributeur individuel, c'est-à-dire du product manager, mais aussi du manager qui doit gérer une squad, voire plus, et qui doit construire la roadmap pour toute cette équipe-là. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. C'est vachement plus facile pour nous de réagir derrière. Et de toute manière, on aura 10 minutes à la fin pour prendre en priorité toutes vos questions. Et si jamais vous vous posez la question, moi je suis Tanguy, je suis product manager depuis une dizaine d'années et cofondateur du média qui s'appelle Le Ticket. Et c'est parti, après ce long monologue, je laisse la main à Julie. Et Julie, comme je le disais en intro, avant qu'on parle de la manière dont vous faites les roadmaps chez Blablacar, j'ai envie que tu nous parles de tes expériences passées et notamment comment vous faisiez les roadmaps chez Le Bon Coin. Le Bon Coin, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, un énorme site, je crois, parmi les 5 plus gros sites français en termes de trafic, de petites annonces. Oui, merci déjà pour cette intro, cette belle intro. J'ai de la chance, j'aimerais bien qu'on m'accueille comme ça tous les jours. Alors, pour parler un peu du Bon Coin, donc je précise que c'est une boîte qui appartenait déjà à l'époque à un groupe norvégien. Donc c'est une boîte française montée par un Français en France, mais sur un modèle qui n'est pas français. Donc, c'est pour rendre à César un peu ce qui lui appartient. Donc, Le Bon Coin, moi, je suis arrivée, c'était une phase assez particulière parce qu'on était 400 personnes. Il n'y avait pas d'équipe produit. Je suis arrivée sur un poste un peu business, un peu hybride à l'époque, tu vois. Il y avait vraiment d'un côté les équipes tech et de l'autre les équipes business. Et au milieu, il y avait un goulot d'étranglement de priorisation qu'on faisait. Donc, à chaque fois qu'on avait un besoin, on priorisait contre l'ensemble de la boîte. Et donc, c'était un début d'une grosse phase de scale qui a duré plusieurs années derrière, parce que quand je suis partie, même 5 ans plus tard, on était déjà passé de 400 à 1500 personnes. Donc, tu vois, c'était pas du tout les mêmes problématiques. Mais bon, à cette époque-là,
C'était Le Bon Coin, on sortait de 10 ans un peu d'opulence, de croissance quasiment organique de la boîte avec des appels entrants qui tombaient tout le temps. Donc la vie, elle était quand même elle était facile. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu que la croissance de la boîte ralentissait et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer et pas se laisser dépasser? Parce que tu sais, le milieu de la tech, au final, ça va assez vite. Donc il suffit de une ou 2 années pour qu'il y ait quelqu'un qui arrive sur le marché et qui prenne la place. Et c'est un peu, tu vois, il y a eu des problématiques après derrière, il y a Vinted qui est arrivé sur une certaine verticale. Enfin, je passe les détails. Mais en gros, à cette époque-là, on faisait par exemple une mise en prod par mois sur desktop. Tu vois. Donc c'est vraiment pas énorme. Pour te dire que la croissance était un peu organique, c'est que côté produit, c'était très tranquille. Donc on s'est posé la question de cette problématique. Et un des éléments de la solution, clairement pas le seul, parce que de toute façon, il y a plein d'initiatives qui ont été mises en place, mais ça a été de proposer de créer des squads, donc des vraies équipes produits. Tu vois. Donc avec au début un PM et quelques ingés à chaque fois. Et on s'est dit, on va faire un premier test avec 5 squads, dont la mienne, qui était très focus business et pub, donc c'est assez particulier, mais n'empêche, on avait ces 5 squads-là sur un modèle qui à l'époque était un peu nouveau parce que ça arrivait en France, mais c'était pas non plus complètement répandu. Il y avait moins de framework qu'aujourd'hui, que ce soit pour faire du discovery, du delivery. Tu vois, c'était beaucoup. On a pas mal tâtonné. Donc au début, c'est facile parce que tu as 5 squads, donc tu fais plutôt du planning que de la roadmap. Donc tu prends ton Excel, grosso modo, tu fais une colonne par membre de la squad, tu mets une cellule par sprint et tu mets 2 sujets par personne par sprint. Donc tu dis, OK, ça c'est facile, on coche la case. Et en plus, tu te dis, au final, quand on compare la situation d'avant, tout ce qu'on fait, c'est déjà mieux. Tu vois, c'est que tout bénef. Donc, à partir du moment où tu sors même, ne serait-ce qu'un projet sur tes premières itérations, tout le monde est content et tous tes stakeholders se disent, ouais, c'est génial. Ce qui s'est passé à partir de là, c'est qu'on a commencé à scaler parce qu'on s'est dit, ça marche. Et en 4 ans, on est passé à 45-50 squads quasiment. Donc de 5 quand tu es arrivé à 45, x 10 quoi. Ouais, voilà. Tu vois, on ne fait pas les choses à moitié. En plus, il fallait répondre, tu vois, à l'exigence du marché. Et en plus, Le Bon Coin, c'est quand même, comme tu dis, c'est un site qui est massif. Donc, rien que la maintenance, c'est quand même, ça demande pas mal de gens derrière. Donc, ça pose plusieurs problèmes. Des problèmes de dépendance, tu vois, de dire entre 50 squads, forcément, tout le monde se marche un peu sur les pieds. Donc, on s'est retrouvé dans des salles à écrire nos roadmaps sur des produits, sur des post-it et à les mettre sur un board et à prendre une pelote de laine et à essayer d'identifier les dépendances entre chaque roadmap pour se dire, tiens, au final, si je mets le post-it sur le sprint 3 et l'autre post-it sur le sprint 5 dans l'autre squad, ça marche bien. Donc ça, tu vois, t'imagines un peu laborieux quand tu as 45 squads. Ça pose des problèmes au niveau des stakeholders parce que tu as une exigence qui se développe aussi de dire, tiens, tu as un dev en plus dans ta squad, je comprends pas que mon projet ne sort pas un mois avant du coup. Sauf que ça ne marche pas comme ça, tu vois. Donc, tu as aussi une compréhension de la complexité technique qui n'est pas encore complètement acquise. Et ça, qui demande encore, je pense, même aujourd'hui, beaucoup de pédagogie. Donc, tu le vois, moi, je vois, même parfois, on nous demande un petit changement UX et on est là, mais désolé, au niveau du design system, ça passe pas, il faut qu'on fasse une discussion, c'est un vrai projet. Et donc, tu as des stakeholders qui comprennent moins ça, tu vois, qui ne sont pas encore dans le bain. Et un dernier point, c'est aussi comment est-ce que tu trouves le bon fonctionnement avec ta direction. Donc, et là, tu tâtonnes parce que tu dois trouver le bon équilibre entre le top-down et le bottom-up. Ça, c'est pas forcément simple. Donc, on a pas mal itéré autour de ça pour trouver ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait selon aussi la taille de la boîte parce qu'à 400 ou à 800, c'est pas forcément la même chose. Et par exemple, tu vois, au début, on n'avait pas d'EM et on a décidé rapidement de mettre des EM dans les squads parce que quand tu as 3 ingés derrière toi, c'est OK, mais quand tu commences à en avoir 10, 11, 12, tu as vraiment besoin d'avoir un support un peu technique qui t'aide quand tu es PM. Et donc, pour revenir au sujet de la roadmap, quand je suis partie, on était sur une version où tu avais un planning qui était vraiment interne aux équipes et une version de communication extérieure où tu avais un peu le modèle Moscou, tu vois, où tu avais must-have qui était les commits, could-have qui était les best efforts et should-have qui était, je pense, si on est très honnête, là où on sait que ça n'arrivera pas, quoi. Donc, moi, j'aime bien, j'ai vu des boîtes qui transforment ça en want do, tout simplement. Et je trouve que c'est pas mal en termes de communication pour mettre les attentes au bon niveau. Donc, d'un côté, tu as la direction qui sait sur ce sur quoi on commit, et on se dit, ça, c'est sûr qu'on va le faire et on va déployer les moyens pour le faire, et qui peut se dire, OK, je coche la case, c'est bien aligné avec mes enjeux stratégiques. Et en parallèle, tu vois, en tant qu'équipe, tu as quand même une autonomie pour gérer ton day-to-day qui est quand même sympa. Et donc ça a l'air facile comme ça quand je le dis, mais au final, je pense que ça demande quand même un certain pacte de confiance, tu vois, entre la direction et les équipes. Donc ça se travaille. C'est pas un truc que tu peux mettre en place du jour au lendemain en disant hop et tout. C'est pas une baguette magique du tout. Donc je précise, pour ceux qui se posent la question, EM, c'est Engineering Manager, c'est souvent le partenaire in crime du Product Manager.
Et c'est hyper intéressant ce que tu racontes. En fait, on a fait un gros dossier au ticket il y a quelques temps sur le sujet des roadmaps et on se rend compte que c'est une pratique assez courante, les deux choses que tu viens de dire. Le premier, d'avoir deux roadmaps, un truc interne à l'équipe qui est très détaillé, et puis un document plus de communication qui est retravaillé pour être compréhensible par le reste de la boîte. Et la deuxième chose que tu disais, qui était… j'ai oublié ce que c'était la deuxième chose. Mais c'est pas grave, il y avait un autre élément que tu avais cité qu'on retrouve assez souvent. Ouais, le Moscou must-have. Ouais, pardon, c'est ça, exactement. Le fait de parler du won't-do, en fait, de prendre du temps pour dire ce qu'on va pas faire de manière hyper explicite, c'est un truc aussi qu'on a retrouvé dans beaucoup de boîtes qui est limite ce qui est le plus valorisé par les équipes produits. Je voulais après que tu nous parles de Criteo parce que j'imagine que c'est un contexte hyper différent de celui que tu connaissais chez Le Bon Coin. Au moment où tu rejoins Criteo, c'est une boîte qui est déjà publique depuis 7-8 ans. On imagine un mastodonte au moment où tu rejoins. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passait dans une boîte comme Criteo de construire une roadmap? Ouais, carrément. Alors, contexte différent, mais pas tant, tu vois, au final, parce que c'était déjà une énorme boîte, mais quand même avec plein de produits différents. Donc au final, tu vois, dans la boîte, tu retrouves plein de boîtes un peu silotées et qui fonctionnent de manière indépendante. Mais tu n'avais toujours pas d'équipe, tu n'avais toujours pas de squad quand je suis arrivée sur mon périmètre. Donc en termes d'efficacité, tu t'imagines que c'est pas optimal. Et c'est assez similaire à ce qu'on avait vécu au Bon Coin au début. La vraie différence pour moi, c'est que c'est hyper difficile quand tu es déjà une énorme boîte comme ça de changer la manière dont on fait les choses. Et je pense qu'il y avait cette volonté-là, tu vois, de se dire on peut mieux faire. Mais je prends souvent l'exemple d'un bateau, tu vois, si tu tournes avec ton gouvernail, en gros, selon la taille de ton bateau, ton virage va prendre plus ou moins de temps. Donc si tu es sur un gros bateau, tu vas avoir un niveau d'anticipation et de préparation qui n'a rien à voir que si tu es sur un petit bateau où tu peux faire les choses rapidement et puis après tu peux même itérer, tu peux retourner dans l'autre sens et là tu as beaucoup plus de flexibilité. Donc Criteo à cette époque-là, tu vois, si on prend cette analogie, c'était déjà un énorme bateau. Donc créer des squads comme ce qu'on a fait au Bon Coin, c'était un autre projet complètement différent chez Criteo. Et je pense que c'est une vraie réflexion, et c'est un petit peu hors sujet ce que je vais dire, mais je pense que c'est important de se poser la question quand tu intègres une boîte, de la temporalité de la boîte, tu vois. Et c'est vrai que moi, ce rythme très long chez Criteo, par exemple, c'était pas mon rythme de confort, c'est pas mon rythme naturel, tu vois, d'avancer. Donc je pense que ça peut, soit ça crée des synergies si tu choisis bien, soit ça crée de la friction si tu choisis quelque chose qui est trop éloigné de ce que tu aimes faire. Et du coup, derrière, après Criteo, après ce gros bateau, tu choisis de rejoindre un bateau a priori plus petit avec Relevancy, avec quand même un contexte un peu particulier, c'est que alors que tu étais product manager, donc contributeur individuel jusqu'à maintenant, tu passes head off, donc plutôt manager, et en plus, tu arrives dans un contexte où on te dit, bon, bah voilà les clés du camion, maintenant débrouille-toi pour donner un second souffle à notre produit. Donc ça, c'est un contexte que pas mal de first PM notamment connaissent. Est-ce que tu peux nous raconter comment on fait dans ce moment-là et notamment pour essayer d'aligner tout le monde, d'avoir une roadmap, etc. Ouais. Tu l'as dit, ouais, c'est une petite boîte mais qui appartient quand même à un gros groupe qui est du coup dans une situation financière très particulière, tu vois. Donc ça rentre dans un cas très spécifique de first PM qui est first mais dans une boîte de plusieurs milliers de personnes. Donc au final, ça apporte plein de contraintes aussi. Et comme tu l'as dit, cette responsabilité en tant que dev, pour moi, c'était un petit peu nouveau. Et donc, particulier dans cette période, tu vois, tu rationalises un peu les coûts, tu poses des questions. Et c'est vrai qu'on m'a dit parfois, on m'a posé des questions hyper larges, du type, tiens, c'est quoi le potentiel business du produit? Et moi, j'ai eu besoin de pas mal de temps pour rentrer, tu vois, dans le sujet déjà, parce que c'est un secteur que je connaissais pas du tout. Et en plus, pour sortir de cette image qu'on me donnait un peu, qui était, tiens, c'est moi le capitaine du bateau en pleine tempête, tu vois. Et donc difficile parce que je pense que c'est des vraies questions à se poser, mais pour moi concrètement, moi maintenant je me suis un peu forgé mon avis dessus, tu vois. Je vais dire que concrètement non, dans tous les cas, ça reste pour moi le CEO, le capitaine du bateau, qu'il y ait une tempête ou qu'il fasse beau, tu vois, parce que parfois c'est facile quand les choses deviennent difficiles de se dire ah ben non mais c'est pas moi c'est l'autre. Mais je pense vraiment que l'inverse c'est pas faire pour le produit parce que c'est pas notre job de prendre cette casquette là et clairement on n'a pas toutes les cartes. On n'a pas cette vue macro qui est vraiment nécessaire pour le faire correctement. Ce que tu dis, c'est que, si je comprends bien, hein, c'est que c'est pas parce que c'est le PM ou le head of qui est responsable de la roadmap et du document peut-être final que c'est à lui de construire aussi la stratégie, quoi. Le côté CEO du produit, voire CEO par
par intérim, c'est pas le job du product manager, du head of. Ouais, pas du tout pour moi. C'est vraiment il y a un capitaine dans le bateau et ça reste le CEO. Donc si je suis honnête, moi j'ai du mal avec cette expression être le CEO du produit. Je pense que ça n'existe pas. Je pense que même ça peut insuffler un état d'esprit parfois qui apporte de la friction. Parce que de se dire, si tu arrives et que tu dis bonjour, je suis le PM, je suis CEO du produit. Enfin, quel type de meeting tu fais avec ton CEO, tu vois. Donc, du coup, la posture, elle n'est pas évidente. Donc pour moi, tu as clairement le CEO et derrière, tu as l'équipage. Et tu vois, tout le monde a ses responsabilités là-dedans, mais qui sont sur un périmètre qui est limité, et ça, c'est OK. Et c'est lui qui a la vue globale et qui donne la direction, c'est-à-dire là où on veut aller. Et franchement, c'est une pression énorme. Hein. Je pense qu'il ne faut pas l'envier spécifiquement parce que chaque décision qu'il va prendre va avoir des impacts financiers, des impacts humains. Et je pense qu'on l'a vu sur le marché de la tech aussi dernièrement. Parfois, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre que seul un CEO peut prendre. Donc, pour moi, c'est la vision de l'entreprise, tu vois, vraiment, qui va driver les évolutions produits et pas l'inverse. Mais là-dedans, le rôle du PM, il est hyper important, ça, c'est hyper clair, mais c'est de s'organiser, tu vois, pour pouvoir s'aligner le plus efficacement possible avec les objectifs et les ambitions qu'a donné le CEO. Donc, c'est-à-dire où est-ce qu'on veut emmener le bateau. Et ça, c'est le rôle global de l'équipe produit, tu vois, pas seulement le PM, mais même moi, en tant que lead PM aujourd'hui, on travaille dans cet objectif commun. Et donc, moi, je fournis le cadre pour permettre au PM de prendre les bonnes décisions, tu vois, derrière. Et donc, l'autonomie du PM, elle est là. Parce que c'est quand même un enjeu qui est hyper important. Donc, quand on regarde, si une squad, c'est 1 million d'euros par an environ, c'est un chèque qu'on fait à un PM en disant, tiens, voilà les objectifs. Maintenant, toi, en tant que PM, comment est-ce que tu es le plus utile pour trouver la meilleure façon de faire ? C'est pas anodin, quoi, de l'idée une squad, je pense. Et donc, moi, ce que j'attends de mes équipes à moi, c'est qu'elles aient cette compréhension-là stratégique qui est un peu en dehors de la squad et en dehors juste de leur périmètre qu'on a déterminé, tu vois, quelle que soit la manière dont c'est découpé. Et je pense qu'un des challenges que ça amène, et personnellement, moi, je l'ai compris assez tard, donc je pense que c'est pas facile de l'intégrer, c'est pas facile de l'intégrer surtout dans le day-to-day. C'est vraiment de mettre son ego de côté en tant que PM. Alors, tu me diras, c'est pas facile si on te répète sans cesse que tu es le CEO du produit, mais tu vois, te mettre au service de la mission de l'entreprise, quoi. Et je pense que moi, là, je la sens vraiment la différence quand je parle à des PM qui ont compris ça ou non, tu vois. Donc, tu as des discussions qui sont être plus moi, j'ai envie de faire ça versus où est-ce que je peux être utile. Et c'est des petites. Ça se trouve, le message de fond et le résultat est le même, mais la discussion vraiment renvoie pas la même énergie, quoi. Et je pense que en termes de posture, et après, bon, je peux parler de carrière, etc., et de relations avec les gens, mais ça, c'est pas beaucoup trop loin du sujet des roadmaps, mais en tout cas, c'est utile, quel que soit derrière l'objectif, tu vois, je pense. Bon, on est en train de se transformer en live Twitch, visiblement, bientôt tu vas récolter des subs. Il y a beaucoup de gens qui plus soient ce que tu dis. J'ai envie qu'on rentre maintenant plus dans le détail de la roadmap chez Blablacar. Et en fait, ce que tu dis est très intéressant parce que ça résonne très fort avec un article qu'on a publié en tout début de semaine sur la manière dont chez Blablacar vous construisez vos roadmaps. Et on voit que vraiment, c'est construit autour d'une vision stratégique qui, derrière, aide les équipes produits à faire les bons choix. Est-ce que tu peux, de manière assez précise, rentrer dans la manière dont vous construisez vos roadmaps chez Blablacar? Quels sont les différents objets, outils que vous utilisez pour construire votre roadmap, enfin, par quelles étapes vous passez? C'est ça qui m'intéresse. Oui, carrément. Je pense que c'est intéressant chez Blablacar parce que, et finalement assez bien construit parce que tu vas voir dans les 3 niveaux que je peux un peu te décrire, chacun est un peu rattaché à un niveau dans la hiérarchie. Et je trouve que c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que chacun joue un rôle un peu assez clair, tu vois. Quand on parlait d'équipage et de rôle au global, de comment on se met au service de la mission, je trouve que c'est assez bien reflété. Donc, tu as une première vision qui est la plus macro, qui est une vision à 4 ans, qui est en gros où est-ce qu'on veut emmener le produit dans quelques années. Et c'est le produit, c'est même l'entreprise au global. Donc ça, c'est une réflexion qui est l'idée par le COMEX ou l'EXCO. Et donc, ça réconcilie un peu toutes les visions. Tu vois, c'est les enjeux business, la strate globale de l'entreprise, le marché, le produit, les RH. Et de se dire, tiens, voilà, nous, on voit les choses à peu près de cette manière-là. Et ça, je pense qu'il y a plein d'exemples sur Internet. Tu vois, chaque boîte le formalise de manière différente. T'as des best case. Enfin, tu vois, tu avais Airbnb, je crois qu'il avait fait un truc avec
en lien avec Disney, par exemple. Enfin, tu vois, c'est un truc un peu inspirant, en tout cas, qui nous permet de se dire, tiens, dans 4 ans, ça va être incroyable. Et par exemple, tu pourrais nous illustrer avec Blablacar, ça ressemble à quoi aujourd'hui? Enfin, est-ce que tu as des grands thèmes, des choses qui te viennent en tête de la vision à 4 ans, que tu peux nous partager, bien sûr? Ouais, bah, alors moi, j'étais pas là quand la dernière a été construite il y a 4 ans, mais par exemple, lancer le train, tu vois, c'était un des sujets. De se dire, tiens, nous, on s'imagine que quelqu'un qui arrive sur Blablacar, il puisse aller choisir son mode de transport et pas seulement le covoiturage ou le bus, mais aussi le train et qu'on fasse du porte-à-porte. Mmh. Tu vois, qu'on puisse amener les gens vraiment de chez eux à là où ils veulent aller, quel que soit le moyen de transport. Ok. Et donc, donc, ça, c'est un des éléments de la grande vision de Blablacar aujourd'hui pour les prochaines années. Ouais, alors ça l'était sur la dernière vision et maintenant elle est en cours de révision en ce moment même, tu vois. Donc ça se trouve, je te dis quelque chose de complètement obsolète dans 2 mois. Mais c'est ça aussi qui fait, c'est le jeu, tu vois, on va dire. Ok, donc premier niveau, il y a 3 niveaux, tu nous disais, donc il y a un deuxième niveau. Ouais, il y a un deuxième niveau qui sont les ambitions à 18 mois. Donc ça, c'est vraiment grosse maille. On met des gros blocs, hein, c'est vraiment... c'est pas du tout précisé, c'est pas creusé. Ça, c'est l'idée plutôt par les head-off/PM en fonction de chaque équipe. Et alors, l'utilité de ça, et je pense que Ben en a déjà parlé dans l'article que vous avez envoyé en début de semaine, mais c'est aussi de commencer pour nous en tant qu'équipe à voir, à identifier les équipes qui sont impactées par chaque bloc. Donc, si à un moment, tu vois, je me rends compte que l'année prochaine, j'ai une équipe qui est impactée par 10 sujets, je me dis, tiens, là, il y a peut-être une discussion à avoir. Donc, soit il faut qu'on priorise et qu'on enlève déjà un petit peu qu'on priorise, soit il faut qu'on reparle de staffing et de périmètre. Donc, ça nous permet d'être un petit peu plus dans la proactivité que dans la réactivité, tu vois, que d'arriver au début du quarter en disant « Ah, mais c'est marrant, il y a un truc qui coince. Finalement, on va pas pouvoir faire tout ce qu'on avait promis. » Ok, donc tu connais pas uniquement ta roadmap de 3 prochains mois, tu as une idée de ce qu'il pourrait y avoir dans les 18 prochains mois, c'est ça en gros? Voilà, tu as une idée qui est vague, mais avec la conscience que ce que tu as calé pour les 12, tu vois, à horizon 12-18, par exemple, ton 3e semestre, c'est vraiment très flou, quoi. Donc, tu as 0 degré de certitude là-dessus et tu sais que ça va bouger. Il n'y a pas de stress sur l'engagement, c'est pas du tout un commit, c'est se dire, tiens, si on voulait aller vers la vision à 4 ans, on ferait plutôt ça si on devait décider aujourd'hui. Si je reprends par exemple ta vision à 4 ans qui était faire de la mobilité porte à porte avec tous les moyens possibles, si je reprends à l'échelle 18 mois, ça aurait donné quelque chose comme quoi par exemple? Bah, on aurait mis par exemple les différents blocs nécessaires, tu vois, les features pour pouvoir vendre du train. Se dire, Okay. tiens, je vais faire vendre des trajets aller-retour. Tiens, il faut que j'aille connecter plusieurs carrières de train. Tiens, quel pays en premier? Tu vois, il y a des petits blocs comme ça de se dire, OK, ce serait les 3-4 premières étapes par lesquelles on entamerait ce stream-là. Et un jour, je veux gérer les cartes de fidélité, par exemple, qui sont hyper complexes. Ok. Et ça, on sait pas, c'est loin, par exemple. C'est pas si loin parce que tu vois, sur l'Espagne, on n'est pas très loin de le faire. Sur le Ok. Et donc là, on a les 2 premiers niveaux et il y a un 3e niveau, tu nous disais. Et le 3e niveau, beaucoup plus classique, ça je pense qu'il parle à tout le monde, c'est vraiment la roadmap à 3 mois. Donc ça, c'est l'idée par les PM et les EM de chaque squad et qui gèrent leur planning avec le cadre qu'on donne juste avant en disant voilà l'ordre de priorité et on voit ce qui rentre. Et c'est à eux après de venir nous voir en disant tiens, moi j'ai des trade-offs à faire et je pense qu'on peut faire ça, ça et ça, mais ça risque d'être compliqué, donc il va falloir faire des choix. Et après là, ça génère des discussions. Et je pense que c'est un point important. Tu vois, j'ai déjà dit que déjà rien n'est fixé dans le marbre, donc c'est pas un truc top-down en disant débrouillez-vous, faites-le. Et en plus, chaque étape existe vraiment pour générer de la discussion. Tu vois, le but, c'est de lever les loups, appuyer là où ça fait mal. Et je pense que c'est un mindset aussi de se dire, moi, je cherche à trouver les problèmes le plus tôt possible. Donc, c'est pas un échec de lever des problèmes, mais c'est au contraire, c'est vraiment l'enjeu et le cœur du sujet, quoi. Et d'ailleurs, c'est une question que je me pose là en t'écoutant, c'est un processus qui est assez long, le processus de roadmap chez Blablacar. Donc, vous refaites une roadmap tous les 3 mois. Toi, tu dirais que vous commencez combien de temps avant la fin du trimestre Ouais, je pense de bout en bout, on prend 3 semaines. Okay. On essaye de faire mieux petit à petit, mais comme tu as des dépendances, parce que c'est une boîte de 800 personnes, finalement, tu vois, tu as toujours de dire, OK, mais si nous on fait pas ça, il faut que j'aille prévenir telle équipe, et du coup, telle équipe rechange. Donc, il y a toujours des
des temps de latence et en plus, on essaye d'avoir une idée un peu grosse maille de l'impact tech. Donc forcément, ça t'amène pas mal d'allers-retours et de discussions. Ok, du coup, toi, avec ton recul, donc pour le public, je crois que ça fait 4 ou 5 mois que tu es chez Blablacar Ouais. actuellement. Là, alors, donc, tu n'as pas prévu du tout de quitter Blablacar, c'est pas le sujet, mais de ton expérience, là, du coup, si tu partais demain de Blablacar, c'est quelle partie du processus de création de roadmap que tu emmènerais avec toi parce que tu trouves qu'il a une valeur de fou, etc. Je pense que c'est compliqué de répondre parce que le contexte est clé, je pense, là-dedans, et tu as une vraie... C'est des décisions qui se prennent en fonction de ce qui peut fonctionner pour chaque entreprise. Et ça peut, tu vois, il y a des critères comme juste la culture d'entreprise aussi qui peuvent jouer et qui peuvent influer là-dessus. Donc, ce qui fonctionne chez Blablacar, ça va pas forcément fonctionner ailleurs ou même juste chez Blablacar à une autre étape de vie. Et ça permet de garder déjà une certaine humilité et ensuite un sens de la résilience, c'est-à-dire si on sait systématiquement qu'on va continuer d'évoluer et c'est OK. Et c'est même un signe de bonne santé, je pense. Mais dans tous les cas, et c'est pour ça que je parle de culture aussi, c'est que c'est un vrai choix de dire on essaye de rester pragmatique. Tu as toujours envie, je trouve, quand tu revois des process, tu rajoutes, mais c'est beaucoup plus difficile d'aller cutter et te dire ah ok, bah, telle vision, on va arrêter de la voir. Et c'est OK pour nous en tant que direction, c'est OK pour nous en tant que PM. Donc si à un moment, il faut se poser la question, c'est-à-dire est-ce que ça, c'est un process qui est en train de devenir trop lourd, tu vois, pour les équipes? Comment est-ce qu'elles le vivent? Est-ce que elles y voient aussi de la valeur? Et si elles n'arrivent pas à comprendre à quoi ça sert, peut-être qu'il faut remettre en cause la façon dont on fait les choses. Et c'est là qu'il y a un process intéressant qui se joue et que tu arrives à quelque chose qui fonctionne vraiment pour tes équipes. Et on va rentrer dans les dernières minutes. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On les prendra juste après. Pour terminer, j'ai au moins une question pour toi. Là, je regardais le sondage à l'instant. Il y a quasiment 40% des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui ont moins de 3 ans d'expérience. Toi, avec ton recul, j'aimerais bien que tu me racontes un peu ce que ça change dans la perspective d'être contributeur individuel ou d'être manager lorsqu'on construit une roadmap. Qu'est-ce que tu penses que ça change finalement de construire une roadmap en tant que manager et de construire une roadmap en tant que contributeur individuel? Je pense que ça ne change pas grand-chose. En fait, c'est une question de rôle. Tu vois, l'objectif commun, c'est le même. C'est-à-dire, on veut construire une roadmap qui soit alignée avec les objectifs de la boîte. Et ça, c'est très clair. Et c'est le seul objectif. Il n'y a pas il n'y a rien d'autre qui existe. Donc moi, mon rôle là-dedans que je vais jouer, ça va être de clarifier un peu le cadre, tu vois, et de trancher, par exemple, s'il y a des trade-offs, ou alors de faire en sorte qu'on puisse amener une recommandation à la direction et dire attention, là, il y a vraiment un choix à faire entre plusieurs sujets, voilà ce que l'on veut, qu'est-ce que vous en pensez, et de faire le relais. Et en plus, je vais aussi avoir un œil sur tout ce qui est dépendance inter-équipe. Donc, de se dire attention, là, il faut que vous alliez parler à telle personne, etc. Donc, tu as une espèce de être un peu le lion de cette équipe-là. Et tu vois, je pense que c'est vraiment... moi, au final, je vais fournir ce cadre, mais je ne vais pas être dans la construction de la roadmap à proprement parler. Je ne vais pas être au cœur de ces discussions-là. Et donc, c'est le seul vraiment élément qui va changer pour moi. Tu vois, c'est le rôle que chacun va jouer dedans. Et du coup, juste dans la continuité de ce que tu disais à l'instant, toi, en tant que manager, tu valorises quoi? Qu'est-ce que tu aimes voir chez un product manager au moment de la construction, un product manager de ton équipe, la construction de la roadmap? C'est quoi que tu attends de lui ou d'elle et qui fait que tu dis ah ok, ça c'est quelqu'un qui a bien compris son rôle et à quoi il sert dans l'entreprise? Je mets de côté du coup tout ce qui est hard skills parce que je pense que bon, tu vois, sans faire de job desk de ce que c'est être un PM, donc je vais me focuser plus sur les soft skills. Je pense qu'il y a plusieurs choses que moi je retrouve rarement chez des PM et qui sont des vrais facilitateurs de communication au quotidien. Je pense qu'il y en a un, c'est la compréhension et l'intérêt de l'environnement qui l'entoure, pas seulement de son équipe. Et ça peut être la stratégie d'entreprise, ça peut être l'aspect humain, tu vois, aller chercher à comprendre les aspérités de chacun, aller parler à tes stakeholders, créer de la relation. Parce que souvent on dit que le PM, c'est l'interface entre la squad et le monde extérieur. Et parfois, tu as des PM qui vont être un peu en vase clos, très tournés vers leur équipe. Moi, j'aime bien soit en avoir qui sont beaucoup plus tournés vers l'extérieur ou qui arrivent à faire le switch. Et pour te dire, moi, tu vois, je suis assez méthodique, donc j'aime bien avoir
des petits tableaux et des petites listes. Moi, j'ai dans mon Notion, tu vois, j'ai une liste avec toutes les personnes dans mon équipe, j'ai une liste avec les stakeholders principaux de l'équipe produit chez Blablacar, avec une liste des stakeholders business et une liste avec le leadership. Et parfois, j'ouvre ce truc-là et je me dis qui j'ai pas vu depuis longtemps ou qui je connais un peu moins bien. Et je vais me dire, parfois c'est compliqué, surtout quand tu es en remote, mais je vais dire, vas-y, je vais lui prendre 30 minutes et je vais caler un café. Et de s'intéresser à eux, pas de venir avec un projet pour parler opérationnel, mais de dire, on prend un café, on parle de tout et de rien, ou du marché, ou en général, mais comprendre un peu leur perception, s'intéresser à la façon dont ils voient les choses. Donc ça, je pense que c'est un premier point. Je vois qu'on a dépassé, je me dépêche de finir, mais je pense que tu en as un deuxième qui est l'ego. Donc ça, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais de se dire comment est-ce que tu as des discussions un peu constructives. Et j'ai un exemple en tête là-dessus parce que j'ai mon binôme technique qui m'en a parlé il n'y a pas très longtemps. Quand on a souvent des priorités qui retombent en milieu de quarter, qui viennent déranger les roadmaps, ce qu'on entend souvent, c'est ça perturbe notre roadmap, c'est pas cool, quoi. C'est un peu le sentiment que ça génère. Et ça, c'est toujours frustrant en tant que manager parce que tu dis, en fait, si on le fait, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a des enjeux d'entreprise et c'est complètement différent d'avoir cette discussion-là où tu sais pas trop ce que tu vas en tirer versus tiens, moi j'aimerais vraiment qu'on discute de comment on peut mieux anticiper parce que le coût de cette perturbation, ça a été ça, ça et ça. Tu vois. Donc il y a un truc qui est très centré sur moi ça m'a saoulé versus il y a eu un coût et ce coût-là pour l'entreprise, je pense qu'on peut le diminuer. Donc ça c'est un deuxième point et le dernier c'est la partie je pense que c'est quelque chose qui est pas trop à la mode aujourd'hui mais qui est vraiment précieux quand t'es PM, c'est que les bonnes réponses, elles sont rarement dans un extrême. C'est rarement oui ou non et point. Tu vois. C'est souvent un peu toujours dans le gris. Et je pense que c'est vraiment pas... C'est facile, tu vois, de donner une réponse rapide en disant ouais, non, mais moi, ça rentre pas dans ma roadmap et c'est tout. Mais quand tu cherches un peu à comprendre les gens et que ça génère aussi, tu vois, ça crée de l'empathie. Donc, tout devient un peu plus complexe. Et c'est plus intéressant. Donc parfois, certaines personnes, certains types de personnalités, ça peut les frustrer parce qu'ils disent oui, mais c'est plus complexe, ça m'embête, ça fait plus de discussions. Mais c'est la richesse de ce poste-là. Et je donne souvent l'exemple à mes PM de leur dire en fait, il faut que tu t'imagines sans cesse, tu es en cocktail mondain, quoi. Et dans un cocktail mondain, tu vas t'intéresser aux gens, tu vas leur parler d'eux, tu vas pas arriver et parler à des gens que tu connais moyen de dire à moi. Tu vas pas dire, quand on te demande un service, tu vas pas dire franchement non et partir. Tu vois, tu vas enrober le truc, tu vas dire mais non, mais je te comprends, c'est compliqué. Et tu vois, et de vivre avec ce mindset-là, avec le monde extérieur, je trouve que ça aide beaucoup à être beaucoup plus rond, quoi, et moins dans le côté très je suis carré, parce que ça peut arriver, tu vois. Mais je pense que c'est un bon tips après pour naviguer le monde de l'entreprise de manière générale et vivre un process de roadmap qui soit plutôt paisible. Merci beaucoup. On retiendra le cocktail mondain. Du coup, Julie de Maestro, elle est de retour. Et là. On va faire un petit entracte de 3-4 minutes où on va vous parler du ticket, puis de Maestro. Et ensuite, on prend toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, vous avez 3 minutes pour les poser. Donc, le ticket, c'est un média qu'on a créé il y a désormais 4 ans. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 7000 abonnés qui lisent le ticket tous les 15 jours, voire toutes les semaines en ce moment, parce qu'on avait beaucoup de choses à partager, de tous les horizons, de toutes les tailles d'entreprise, de tous les niveaux. Il y a du contenu pour à la fois la personne qui découvre le produit et le CTO ou la CPO qui a besoin de creuser un sujet en particulier. On a une approche un peu particulière puisqu'on est un collectif où à la fois il y a des product managers et des journalistes. Donc c'est l'angle qu'on prend, c'est-à-dire qu'à la fois on parle en tant qu'expert du produit puisque nous-mêmes on pratique, mais on écrit aussi à la manière de journaliste qui permet d'amener des sujets qui potentiellement sont un peu chiants de manière un peu plus sympa à lire, voire certains nous disent parfois drôle. Donc ça c'est chacun qui voit. Donc tout ça, c'est du contenu qui est gratuit, qu'on vous envoie, il suffit de vous abonner. Et c'est quand même le média préféré des product managers en 2023 et en 2024, selon l'étude de la ProductConf. Depuis quelques semaines, depuis 3 semaines désormais, on a lancé une version premium qui répond à 2 choses que nous ont exprimées les abonnés du ticket. Premièrement, il y a des sujets sur lesquels on a envie de creuser vachement et on a envie d'avoir encore plus de retours.
vous donne un exemple. On vient de sortir un dossier avec 6 gros articles sur la roadmap et la manière dont certaines boîtes comme Alan, Blablacar, Deezer, Care, ADO, etc. construisent leur roadmap, mais aussi des fiches de lecture sur des documents, sur des livres qui parlent de comment on fait une roadmap, et aussi des templates sur la manière qui sont utilisés par de vraies boîtes pour construire leur roadmap. Donc voilà, donc l'idée c'est de vous donner clé en main les éléments pour avancer et réfléchir à la manière dont vous construisez vos roadmaps quand c'est des dossiers sur la roadmap, votre stratégie produit quand c'est des stratégies sur la produit, etc., etc. Et deuxième chose à laquelle on répond, c'est le besoin d'une partie d'entre vous d'avoir l'information déjà repackagée et sans avoir besoin de lire tout ce qui sort. On sait que vous n'avez pas forcément le temps de lire tout ce qui sort. Donc, nous, on lit, on écoute, on regarde tout ce qui se fait dans le produit. Et donc, on a décidé de créer un canal WhatsApp réservé aux membres premium dans lequel on partage ce contenu. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, ce matin, on a partagé un livre qui vous aurait pris 4 jours à lire. On vous a partagé le résumé qui se lit en 3 minutes dans WhatsApp. Et ensuite, vous avez son extension sur le ticket en moins de 15 minutes. Si vous voulez vous abonner, vous avez pour la semaine entière un code promo qui est join-le ticket. Vous pouvez vous abonner ou abonner votre équipe produit. Les deux sont possibles. Il y a plusieurs entreprises qui déjà ont inscrit toute leur équipe pour qu'ils et elles reçoivent le ticket premium. Voilà pour moi. Je te laisse la parole, Julie. Oui, je vais aller vite parce qu'il y a plein de questions. Mais du coup, moi, je représente donc ici Maestro. Maestro, c'est l'école du produit et du no-code. On forme principalement des personnes qui veulent se reconvertir dans le product management avec des bootcamps de 7 semaines ou alors des formations en distanciel qui sont un peu plus longues, qui durent 14 semaines. Notre pédagogie, elle est basée sur la pratique. Donc, on travaille avec des PM, des seniors PM, des CPO qui sont intervenants dans les formations et qui viennent vous proposer des problématiques produits qu'ils ont rencontrées durant leur carrière et sur lesquelles vous travaillez sur des sujets de product management qui sont précis à chaque fois. Je vous laisse ici un QR code qui vous permet de vous inscrire dans notre pool d'experts. Pourquoi faire? C'est vraiment pour parler du marché, pour parler du métier. Notre formation, on l'a fait évoluer tout le temps selon les évolutions du métier, selon les tendances du marché. Et du coup, c'est important pour nous d'avoir un pool qu'on peut contacter juste pour échanger brièvement sur le métier que vous pratiquez du coup tous les jours. Je vous laisse aussi mon adresse mail, comme ça vous pouvez me contacter si vous avez des questions sur la formation, des questions sur les intervenants, etc. Voilà, n'hésitez pas. Et je voulais juste remercier vraiment Julie pour son intervention aujourd'hui parce que c'était hyper intéressant. Et je pense que pour des juniors ou même pour des personnes qui sont en formation actuellement, c'est hyper précieux d'avoir ces retours-là. Voilà, j'ai fini de parler. Maintenant, on passe aux questions. Peut-être commencer par celle de Sophie, qui demande quelle est la différence entre les deux versions de roadmap interne et externe. C'est une question de com et de termes, ou l'échelle est-elle différente, plus macro pour l'externe que pour l'interne? Ouais, clairement plus macro. Hein. Quasiment la version interne, c'est presque du planning. Donc, c'est de se dire, voilà, je gère mes ressources et l'externe, c'est sur le modèle, enfin, ce qu'on avait au Bon Coin en tout cas, c'était, j'imagine qu'elle fait référence à ça, c'était must-have, could-have et should-have. Et là, pour le coup, c'est vraiment direction. Donc, tu n'as pas cette idée de quand est-ce que je vais le faire. C'est pas non plus un release plan. C'est vraiment de se dire, voilà, sur les 3 prochains mois, voilà ce qu'on va essayer de faire. La question des outils, Julie. Est-ce que vous utilisez des outils particuliers pour la roadmap? Lesquels tu aimes ou tu n'aimes pas? Ce n'est pas sponsorisé. Non, moi, j'aime pas trop les outils. Donc, et je trouve que souvent, on met même des outils pour gérer le backlog. Et je trouve qu'un backlog qui est trop vieux, il faut le jeter. Donc, moi, mon préféré pour faire des roadmaps, c'est soit des bonnes vieilles slides, soit, tu vois, un Google Sheets. Et ça suffit. Après, j'ai fait
J'ai utilisé du Product Board, j'ai utilisé du Jira Discovery, j'ai utilisé des slides et tout. Donc, aujourd'hui, chez Blablacar, c'est des slides. Et la vision à 4 ans, elle est partagée à tout le monde sur des slides? Oui. Ok, sur des slides aussi. En live et en vidéo, et recordé et envoyé à tout le monde, et ensuite réexpliqué et rabâché encore et encore. Sur la roadmap à 18 ans, à 18 mois, pour la roadmap à 18 mois, pardon, la question qui est posée, c'est est-ce que c'est une roadmap d'outcome ou une roadmap d'output? En gros, est-ce qu'il y a écrit on va livrer tel truc ou on va essayer d'avoir tel impact? J'aimerais bien dire qu'on est drivé par les impacts, mais pour moi, ça rejoint un peu la catégorie CEO du produit. Je pense que c'est un peu utopique de se dire voilà l'impact que je vais avoir. Non, voilà, en gros, ce que je veux faire, c'est atteindre la vision. Donc, souvent, parfois, c'est des features, parfois, c'est vraiment des gros blocs. Ça dépend de la maturité qu'on a sur le sujet. Donc, on rentre pas dans les best practices que tu peux trouver dans les livres sur le produit. Mais encore une fois, je pense qu'il faut trouver ce qui fonctionne par entreprise et par équipe. J'enchaîne juste je saute une question parce que celle-là est liée. Comment vous faites pour garder la roadmap à 18 mois, 4 ans en tête? Et est-ce qu'elles influencent la roadmap à 3 mois? Alors, est-ce qu'elles influencent la roadmap à 3 mois? Je crois que tu nous as répondu que la réponse est oui. Pour la garder en tête, du coup, ce que je comprends, c'est comment est-ce qu'on fait pour la diffuser au sein de l'entreprise, et c'est beaucoup de communication. Et ça fait partie aussi du rôle du leadership. Donc, c'est faire des points avec ses équipes, souvent, et nous-mêmes la garder en tête. Nous, ce qu'on fait, c'est une product review par semaine par équipe, où justement, on va à chaque fois, pendant cette période de roadmap-là, revoir la roadmap. Et moi, mon rôle, c'est justement de rappeler en disant, OK, est-ce que ça s'est aligné avec les objectifs dont on a parlé? Oui, non. Pourquoi on met ça en, je sais pas, prio 8, alors que on a établi que c'était aligné avec la stratégie d'entreprise et vraiment les 3 points qu'on ne veut pas rater, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment, ça fait partie du boulot un petit peu de tout le monde, et même des PM, tu vois, ensuite, une fois qu'ils ont la roadmap, d'aller faire des retours aux stakeholders, répéter, resynchroniser avec les autres PM et tout. Et je pense qu'il ne faut pas le cacher ni le minimiser, la part de communication qui vient avec ce métier-là et avec tous les métiers du produit. D'ailleurs, avec le fait d'être dans une entreprise. Tu parlais à l'instant de product review. Tu peux nous dire très rapidement qu'est-ce qu'on fait pendant une product review chez Blablacar et pourquoi, du coup, il y a besoin de rappeler la vision? Ouais, alors chez Blablacar, c'est particulier. Moi, j'ai fait d'autres product reviews qui n'étaient pas du tout comme ça. Chez Blablacar, c'est assez centré sur l'équipe. Donc, on va voir produit, EM, design, côté squad, et de temps en temps, 1 ou 2 ingés, mais c'est selon les projets dont on va parler. Et ensuite, de mon côté, soit l'IPM, soit head of et équivalent technique. Et l'idée, ça va être de se dire, en fait, tu as beaucoup de réunions chez Blablacar. Je trouve ça assez pratique. C'est un framework qui est Dream, Decide, Deliver. Et donc, en fonction des sujets, on va dire, est-ce qu'on veut prendre une décision à la fin de la réunion? Est-ce qu'on est là pour échanger et faire du feedback et réfléchir ensemble? Ou est-ce qu'on est là pour faire du reporting de performance? Et donc, en fonction des sujets du moment, parfois c'est la roadmap, parfois c'est tiens, on a des maquettes, on veut faire une proposition, on veut décider. C'est ça qu'on va discuter en review. Donc, c'est des vraies sessions de travail. C'est pas des démos. C'est vraiment des moments où on essaie de réfléchir et tu vois, donc il y a un agenda qui est calé en avance en fonction de ce qu'on veut étudier. Les slides sont aussi envoyés en avance s'il y a des decides à faire pour que chacun puisse essayer de réfléchir aussi avant. Et donc, c'est assez structuré et je trouve que du coup, c'est assez efficace en termes de coût de la réunion, parce que tu es quand même sur 5-6 personnes pendant 1 heure par semaine, et on arrive à bien avancer. Excellent. Je reviens du coup sur la question du first PM. Donc, imaginons que tu rejoins je sais pas si tu étais dans cette situation-là. Tu rejoins une boîte, tu es la first PM, et quels seraient tes conseils pour mettre en place une roadmap tout en évangélisant autour du produit? Donc, en gros, le sujet, c'est personne n'a fait de roadmap jusqu'à maintenant. Tu es la première personne à le faire. Comment tu fais pour montrer que ça a de la valeur et ensuite expliquer l'impact que tu peux avoir à travers le produit? En tant que first PM, alors ça dépend la quantité d'équipe technique que tu as derrière, mais je ne suis pas sûre que tu aies besoin d'une roadmap.
Je pense qu'à ce stade-là, tu n'as pas de visibilité à 3 mois qui te permettent de dire tiens, je sais exactement ce qu'on va faire ou j'ai une bonne idée des gros blocs, parce que souvent, quand tu es first PM, tu n'as même pas ton market fit, ou alors il est un peu fragile et souvent tu bosses de manière très rapprochée avec des CEO qui vont se réveiller au bout de 3 semaines et se dire tiens, c'est là, il faut qu'on aille. Donc je pense qu'il ne faut pas trop perdre d'énergie à faire une roadmap pour faire une roadmap. Il y a sûrement des corner cases que j'ai pas en tête, hein, donc c'est encore une fois, je veux pas être dans un radical noir ou blanc, mais comme ça, en y pensant à chaud, c'est ma première réflexion. Cédric qui a posé la question, je t'invite à aller sur le site du ticket. On a plusieurs first PM qui ont raconté leur histoire et comment ils ont fait ça. Et effectivement, ce que disait Julie est vrai. Et c'est très rare. Il y a très rarement une roadmap pré-product market fit. Donc ça c'est rare. En revanche, ce qui peut se faire, c'est qu'en tant que first PM, plutôt tu te positionnes au niveau des OKR, essayer de faire en sorte d'aligner tout le monde, parce que la difficulté quand tu arrives dans une équipe où il y a 3 ou 4 founders, c'est de faire qu'il n'y ait pas autant d'idées que de minutes dans la journée, quoi. Donc c'est plutôt pour aligner les gens, donc un niveau au-dessus. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à adopter lorsqu'on intègre une équipe qui a perdu la cohésion autour de la vision produit et qui nécessite un réalignement? Alors, je pense que là, tu as au moins une expérience sur laquelle tu peux t'appuyer de ce qu'on a discuté dans la discussion. Je pense qu'il n'y a pas de formule magique, c'est fatigant. En vrai, c'est quand tu rentres quand tu es dans une configuration comme ça, il faut accepter vraiment que ça va être un peu long et fatigant, déjà. Il n'y a pas de formule magique et il faut rabâcher beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et mettre un niveau d'exigence, je pense que c'est important en tant que leader, qui est assez haut, parce qu'il ne faut rien laisser passer. Donc, il faut être assez vigilant sur ne pas laisser passer ce type d'erreur et faire des rappels, faire des one-to-one avec chaque personne qui ne comprend pas et dire en fait, voilà, je te réexplique une fois, tu réexpliques une fois, 2 fois, la 3e fois, tu es en droit de dire, écoute, on en a parlé 3 fois, maintenant, j'ai besoin de comprendre pourquoi tu ne comprends pas les priorités. Et du coup, mais c'est dur, hein, c'est vraiment dur. Je ne veux pas enrober le truc, mais je pense ça demande beaucoup de boulot et de temps. Et je pense que ça sera probablement la dernière question. Ah, il y en a 2. Il y en a une, je vais pouvoir répondre rapidement, je pense. Comment les différentes roadmaps sont partagées avec les stakeholders, notamment le marketing, les sales, le customer care, etc. Est-ce que tu as... Ouais, il y a plusieurs instances au niveau d'entreprise. Donc, il y en a une où chacun présente un peu 2 sujets qu'on a fait au quarter d'avant et 2 sujets qu'on va faire au prochain quarter. Et après, ça fait partie de ce que je disais dans ce qu'on attend d'un PM et ce qu'on attend aussi d'un product lead. Il y a beaucoup de communication. Donc, allez voir les stakeholders et autour d'un café, tu fais « Ah, tiens, je t'ai pas montré ma roadmap et tout » et t'en parles. Beaucoup, beaucoup. Donc, c'est un boulot qui n'est pas quantifiable après dans ses objectifs, mais tu sens la différence quand tu as quelqu'un qui fait ce boulot versus quelqu'un qui ne le fait pas, en termes de friction, sur les discussions qu'il y a derrière, sur les trade-offs. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je suis partie un peu trop loin, mais en gros, il y a beaucoup d'instances et je pense que chaque niveau, pareil, de la même manière que sur la vision, chaque niveau a son rôle à jouer là-dedans. Et enfin, la toute dernière, tu vas pouvoir répondre rapidement. Romain qui demande si Discovery Discipline est toujours appliqué chez Blablacar. Quel est son impact sur la roadmap? Quel est ton avis sur la méthode? Je précise que la question est posée probablement par Romain parce que les 2 auteurs de Discovery Discipline sont des anciens de Blablacar. Je parle de Rémi Guyot et Tristan Charvillas, sauf erreur de ma part, qui étaient tous les deux à la tête de l'équipe produit de Blablacar pendant des années. Oui, et pour répondre, oui, elle est toujours appliquée chez Blablacar, avec un certain recul, parce que c'est un des points qui a été remonté dans les derniers mois, de dire attention, Discovery Discipline et le framework Focus, c'est bien, mais il ne faut pas être enfermé dedans. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre chaque projet et se dire il faut que je passe mes 7 étapes. Il faut aussi se dire parfois, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on ne peut pas faire limite un one-pager pour prendre une décision? Donc ça, je pense que c'est un des points de pragmatisme. Et donc, ce qui a été fait là, mais c'est tout nouveau, c'est vraiment de se dire il y a une version framework complet pour des projets qui sont un peu complexes et il y a une version un peu get shit done qui est de se dire qu'est-ce qu'on fait quand il y a un projet qui demande moins de réflexion. Et là, en fait, le but aussi de ce framework, c'est d'amener les gens à se poser les bonnes questions et de permettre de dire attends, tu utilises plein de questions, mais tout n'est pas nécessaire. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre en se disant tiens, il y a 10 questions, je vais répondre aux 10 questions.
C'est juste un fil rouge de réflexion. Et mon point de vue sur cette méthode, étant moi-même jeune dans la boîte, en effet, c'est pratique parce que ça permet d'aligner. Souvent, j'ai vu des boîtes aussi où chacun faisait un peu, avait son template différent. Donc, ça peut être un peu difficile après quand tu gères ça, même en manager, tu vois, tu te dis, j'ai 5 équipes et à chaque fois, j'ai des templates qui sont différents et qui eux-mêmes font évoluer. Donc, difficile pour la lecture et de se mettre à chaque fois dans les sujets. Et après, je pense que cette réflexion-là, qui est des derniers mois, elle est bonne aussi de se dire, prenons du recul. Parfois, on n'a pas besoin de passer par autant d'étapes quand on n'a pas envie de réinventer la roue. Il y a des choses où on se dit, quel est l'impact tout le monde fait ça sur le marché, est-ce qu'on peut avancer et on va vite versus, tiens, j'ai envie de disrupter la façon dont on fait une messagerie. Tu vois. Merci beaucoup, Julie. Avec plaisir, merci pour votre accueil. Merci à vous deux. Et puis, bonne journée, bon déjeuner pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Et demain, on se retrouve avec Nesrine qui va nous parler du Product Delight. Nesrine qui a travaillé chez Google, chez Microsoft. Spotify. Je vais continuer. Voilà, ravi de vous retrouver demain. Merci à tous pour votre participation, pour toutes vos questions. Merci à Julie et Tanguy de nouveau. Et puis, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bon appétit.